Bonjour. Alors déjà, je vais reprendre un peu ce qui n'était pas très clair à la fin de l'épisode précédent, notamment au sujet de Attenborough et de son délicieux film, enfin le délicieux film dont il est la voix et qui s'intitule La vie privée des Vulcains. Alors, il faut savoir qu'il a écrit un livre intitulé The Private Life of Plants, donc la vie privée des plantes, la vie privée des Vulcains. Et par ailleurs, j'ai pas expliqué exactement, de quoi il retournait finalement dans ce paradoxal documentaire. En fait, c'est très simple, c'est une comparaison, des amours de Kirk et Spock avec la vie des oiseaux et pas n'importe quel oiseau, plus particulièrement les fous à pieds bleus. Alors il y a notamment une scène, dans laquelle, bon c'est dans un épisode qui s'appelle Les Descendants en français ou Les Enfants de Platon et qui raconte comment des philosophes platoniciens sur une planète particulièrement sadique s'amusent à des spectacles en faisant danser de force par télépathie nos deux héros, Spock et Kirk. Et donc on voit Spock obligé de sauter par-dessus la tête de Kirk qui n'emmène évidemment pas large. Et le commentaire dans le petit film La vie privée des Vulcains, c'est en fait euh, quel beau pied, l'autre est censé admirer la beauté de ses pieds. Donc d'où ça vient ça? Ça vient de cette histoire de fou à pieds bleus, et notamment dans le livre traduit en français La vie des oiseaux, et écrit par Attenborough, on voit des photos de fous à pieds bleus qui font leur parade en sautant, et c'est vraiment des fous comme des fous de bassin, hein, des oiseaux blancs, en gros, des gros oiseaux, mais ils ont les pieds bleus. Et les femelles les choisissent, plus c'est bleu, plus elles sont contentes, et plus elles vont vers les mâles à pieds magnifiquement bleus. Donc voilà comment finalement tout ça s'organise. Voilà, c'était pour une petite parenthèse pour terminer ce que je disais la dernière fois, parce que franchement, c'était pas ultra clair. Et j'espère que cette mise au point permet de mieux appréhender ce film extrêmement intéressant, je trouve, La vie privée des Vulcains, qui évoque finalement une espèce de vision biologique, comme si c'était des oiseaux des deux héros. Alors le mâle s'approche, la femelle, le mâle, les deux mâles, enfin, tout ça est entièrement construit. Alors, dans une semaine, on est le 1er mai aujourd'hui 2026, le 8 mai 2026, notre Attenborough atteindra l'âge de 100 ans, à moins que ce soit 99 ans en 2026. Non, non, il aura 100 ans. Il aura 100 ans le 8 mai. Donc, bon anniversaire à vous, David Attenborough. Voilà, fin de la parenthèse. À présent, je vais parler, peut-être en deux épisodes, parce que ça promet d'être assez long, d'un très intéressant auteur qui est James Tiptree. Alors pourquoi et à partir de quoi? Eh bien en fait, le texte a été réédité, le voici, donc James Tiptree Jr., Houston, Houston, me recevez-vous? La traduction existait déjà, hein, on l'a trouvée notamment dans le livre d'or de James Tiptree, une anthologie publiée en 1986 par Pierre Ray, et c'est une des plus célèbres nouvelles de cet auteur. Sinon, on trouve aussi ça dans d'anciens numéros de fiction ou de Galaxy, et diverses anthologies ont publié très tôt des traductions des nouvelles de Tiptree en français. Alors, si on prend la base BDFI, les données francophones de l'imaginaire, on a la liste complète des sources de ces nouvelles. Donc, c'est un auteur qui est assez documenté en France. Alors, de quoi s'agit-il dans cette nouvelle et pourquoi elle nous intéresse particulièrement? Eh bien, pour ébaucher le sujet, disons que nous avons trois personnes, trois hommes dans un vaisseau. L'un est le grand chef, le deuxième est le fidèle second, et le troisième est médecin. Ils ont traduit physicien, physician. En fait, c'est médecin. C'est une vieille traduction qui a été reprise telle quelle. Souvent, comment dire, les traductions de science-fiction sont très très souvent faites un peu, enfin pas avec tout pas avec toute l'attention nécessaire. Enfin,
C'est un peu le problème, disons, ça a été le problème d'Agatha Christie aussi au début, c'est-à-dire des traductions faites un peu à l'arrache, etc. Donc, il s'agit bel et bien du médecin. Donc, on voit tout de suite la structure. C'est évident que l'influence de Star Trek est extrêmement importante. Et c'est à partir d'elle qu'on va faire la lecture de cette nouvelle. Mais d'abord, il faut vraiment parler de Tiptree lui-même, parce que c'est pas une affaire facile. Alors pour ça, on peut utiliser une biographie en anglais très épaisse et très documentée, écrite par la journaliste Julie Phillips en 2007. Voilà. Donc elle a écrit cette biographie où elle exploite des correspondances privées, des témoignages contemporains, archives, etc. Et ça s'appelle James Tiptree Gier, The Double Life of Alice Sheldon. Alors d'où elle sort cette Alice Sheldon? Eh bien en fait, Tiptree c'est Alice Sheldon, ou plutôt Alice Sheldon est Tiptree. Et c'est là-dessus qu'il va falloir être très clair et ne pas reprendre beaucoup de bêtises qui ont été dites par des gens qui n'avaient pas lu, disons, avec assez d'attention, disons, la biographie en question. Alors, cette biographie n'a aucune orientation critique, hein, c'est une accumulation de documents, elle aligne une foule de détails, c'est bon, parfois, c'est pas très intéressant, comme le fait qu'Alice s'inquiète parce que son mari a la goutte, ou, plus intéressant, qu'elle subit une opération des ovaires. Donc elle n'a plus, après, cet objet féminin du corps, cet organe. Mais là, Julie Phillips, elle accumule les faits, c'est tout, hein, elle n'analyse rien, hein, c'est juste quelque chose de très linéaire où elle raconte des tas de trucs, à nous d'interpréter ce qu'elle raconte. Alors, pour elle, malgré tout, elle a quand même une idée centrale dans sa biographie, c'est l'éternel Dr. Jekyll and Mr. Hyde, comme si Tiptree était une sorte de parasite de Sheldon. Et par exemple, page 285, je traduis, Alice met Tiptree de côté au profit de sa propre vie. Moi, je ne suis pas sûre du tout de cette orientation-là, et je pense qu'Alice a plutôt mis Alice de côté au profit de la vie de Tiptree, et c'est ce qu'on va voir. Alors, donc, je vous ai dit, les nouvelles de Tiptree, on les retrouve de façon fréquente, on arrive à trouver beaucoup de nouvelles, et en général, c'est assorti de préfaces, de notes, etc., enfin de tout un arsenal, où la grande histoire de James Tiptree, c'est «Ah, mais c'était donc une femme». Voilà, c'est ça le discours. Et du coup, c'est le genre de choses qui occulte l'œuvre, tout en apportant une absence totale de compréhension et même au contraire, un risque d'incompréhension totale. Finalement, d'après tout cet apparat critique des textes qu'on peut lire, Tiptree aurait comploté en se créant un double masculin avant de crier au monde la vérité. Je suis une femme. Et alors, du coup, double problème. Le postulat d'abord est complètement faux. C'est pas vrai du tout, c'est pas ça qui s'est passé. Et d'autre part, ça réduit l'œuvre à un fait divers. Et ça, c'est un peu le risque quand il y a des œuvres comme ça qui sont marquées par quelque chose de dramatique ou de particulièrement notable et qu'on oublie l'œuvre elle-même au profit d'une certaine forme euh, d'anecdote. Alors, il faut mettre les choses au point d'emblée. Ce n'est absolument pas Tiptree qui a révélé son identité, comme disent les préfaces et les notes. En fait, Tiptree a été trahi par une notice nécrologique publiée à la mort de sa mère. Donc il apparaît comme l'unique enfant de la mère en question, et le nom est écrit dans la notice, Alice Sheldon. Donc en fait, si Tiptree avait eu un frère, le problème ne se serait pas posé. Tout le monde aurait dit, bon, ben c'est Tiptree et le pseudo du frère, qui se serait appelé, je sais pas, James Sheldon, n'importe quoi. Donc le drame ici de Sheldon, c'est d'avoir été fille unique, hein, si on veut. Donc alors, le problème qu'il y a, c'est que Tiptree était quelqu'un de très mystérieux et que tous ses correspondants essayaient de savoir qui c'était. Et ils avaient l'impression que c'était plutôt une espèce d'espion qui avait travaillé à la CIA. Alors c'est vrai qu'Alice Sheldon avait travaillé à la CIA, où elle était restée à stagner en tant que femme, alors que son mari, qui travaillait aussi là,
avait, lui, eu une carrière, beaucoup plus brillante. La chose qui étonne les autres, écrivains, Silverberg, tous les copains de Tiptree, c'est que personne n'a jamais rencontré Tiptree et personne ne lui a jamais parlé au téléphone. Et le problème, c'est que comme Tiptree a parlé dans ses lettres à ses amis de son chagrin à la mort de sa mère à Chicago, comme il leur a fait part de ça, il leur a suffi d'éplucher les journaux de Chicago et de trouver la notice nécrologique. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas Tiptree qui a révélé son secret. Tiptree a été outé, comme on dit dans le dialecte trans, si j'ose dire. Il en est absolument désespéré et c'est pas du tout lui qui a voulu ça. Il n'a pas voulu être outé. Il n'a jamais voulu ça. Il n'a jamais voulu que son soi-disant véritable sexe soit révélé, pas plus que n'importe quelle personne trans n'a envie qu'on le mégenre dans son genre d'origine, etc. Donc là, il faut peut-être, là, c'est un peu l'ignorance du monde trans chez Julie Phillips qui a conduit à cet aveuglement. Mais il y a vraiment un problème là qu'il s'agit de montrer de façon claire. Il faut bien voir que Tiptree est désespéré au moment où c'est révélé, c'est-à-dire il était Tiptree, un auteur gouailleur, brillant, audacieux, drôle, sexy, extrêmement doué, adoré de tous, et il écrit dans une lettre, et voilà qu'il ne reste plus qu'une vieille femme de Virginie. La Virginie, c'est son lieu de résidence à l'époque. Donc, il ne reste plus qu'une vieille femme de Virginie. Tout s'effondre pour Tiptree et ça va très très mal finir. Tiptree commet un meurtre, il tue son mari, Tim, et il se suicide après. Donc voilà ce qui arrive aux gens qu'on out contre eux, qu'on peut comme ça complètement détruire. Et Tiptree n'a alors on dit: «Oui, c'est parce que le mari était malade». Non, il est comme tout le monde à 80 ans, il avait 2-3 petits problèmes, il a mal à la jambe, il a mal à la goutte, il criait trop fort, il mettait la musique trop fort parce qu'il entendait rien. Bon, il y avait rien de grave, il y avait rien de dramatique. Alors tout le monde dit: «Oui, de ah c'est, Tip» alors elle, les gens disent: «Elle a heu, mis fin aux douleurs de son mari malade et s'est ensuite suicidée». Non. Non et non, elle a commis un meurtre extrêmement connoté, en masculinité. C'est une sorte d'acte final de masculinité. C'est très, très souvent les mecs qui commettent ce genre de meurtre, c'est-à-dire qui c'est très rare que ce soit une femme, qui assassine, toute sa parentèle avant de se suicider. C'est vraiment si on prend les faits divers, c'est un meurtre qui est socialement connoté comme, typiquement, masculin. Donc voilà, c'est le point final à une histoire de d'un chagrin mortel qui a atteint Tiptree, devenue cette vieille femme de Virginie, et du coup, il est hors de question qu'il ait jamais voulu crier sa féminité à l'univers, comme le dit, alors là, c'est qui dit ça? C'est Pierre Rey dans sa préface. Il voulait crier, elle, voulait crier sa féminité à l'univers et faire entendre sa voix de femme. Bon ben non, 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 pas du tout. Tiptree ne voulait surtout pas cela. Pas du tout. Et donc, filer la métaphore d'Alice au pays des merveilles, hein, comme fait Ray dans son article, et fantasmer ce prénom d'Alice, ça évoque en fait, sans le savoir, il ne sait pas, hein, mais en fait ça c'est le fantasme de la mère de celle qui se faisait d'ailleurs appeler Ali et non pas Alice. Autrement dit, si on veut vraiment un fantasme plein de contes, on est plus proche d'Ali Baba que d'Alice au pays des merveilles. En revanche, la mère d'Ali, qui s'appelait Mary Bradley, qui est une autrice, hein, assez connue, elle était exploratrice. On va y venir tout à l'heure, les histoires d'exploration. Elle était autrice de récits de voyage, de romans, de livres pour enfants. Et elle a écrit notamment Alice in Jungle Land, avec sa fille comme héroïne. Enfin voilà, mais bon, elle avait rien compris, hein, la mère, elle leur vivait c'est sa propre carrière, hein. Là, on parle de la propre carrière de la mère de Tiptree. Et sa fille de 6 ans, donc la petite Ali, a été la plus jeune exploratrice du Congo. Elle avait 6 ans, et ça a été salué par le New York Times, cet exploit.
Donc finalement, Julie Phillips consacre de nombreuses pages à la biographie, de Mary Bradley, la mère, qui était chasseuse de gorilles et d'éléphants et qui était amie, ça m'intéresse bien, d'un certain Karl Hakeley. Alors Haraway le cite dans son livre bleu, voilà. Voilà le livre bleu, tout est bleu là, sur l'écran, à part le rideau derrière. Bon, voilà, donc ça c'est le fameux livre bleu, un des deux hein, qui existe, Manifeste Cyborg. Celui-là, c'est celui où il y a toutes sortes d'extraits de toutes sortes d'essais, alors que l'autre est une traduction plus concentrée en quelque sorte sur l'essai principal de Haraway. Alors, pour l'instant, je prends celui-là. Karl Hakeley, pardon, je prononce comme une vache, hein. Karl Hakeley, alors c'est A-C-K-E-L-Y, Hakeley, je sais pas comment ça se prononce. Bon, Haraway le cite dans son essai Le patriarcat de Teddy Bear, qui traite de la chasse en Afrique, du colonialisme, des dioramas avec des gorilles naturalisés au musée d'histoire naturelle de New York. Et l'article de Haraway porte sur la valorisation de la chasse au masculin, à la fois parce que les hommes veulent être plus chasseurs, enfin se montrer comme chasseurs, et aussi parce que dans leur échelle de valeur, un gorille ou un éléphant, ça vaut mieux qu'une femelle, en fait, c'est ça. Et alors, les enfants chasseurs, voilà, notre Ali est un parfait exemple d'enfant chasseur, pardon, qui tuait aussi les animaux. Et elle trépigne parce qu'elle veut son propre fusil. Donc voilà comment ça commence, hein. Donc voilà, donc finalement, Ali trouve elle-même son prénom. Elle trouve à Alice Carroll d'ennuyeuses connotations de l'école, les devoirs à faire, l'obéissance, et on est plutôt du côté d'un monde de merveilles, Ali Baba, avec une certaine masculinité d'emblée. Alors, pour le problème, ça a été pour Tiptree, donc que les gens en ont fait des gorges chaudes. Je pense que Tiptree, qui a donc créé, disons, une issue fatale à sa vie et à celle de son mari, enfin, ça a fini comme ça. C'est un peu comme aujourd'hui, quelqu'un qui se ferait violemment attaquer sur les réseaux. C'est-à-dire le genre de désespoir qui ont du mal à comprendre ceux qui ou celles qui sont pas dans la situation, comment on peut pousser quelqu'un au suicide, à la destruction de soi, parce que d'un seul coup, le monde semble saturé par tous ces trucs qui arrivent par les réseaux, qui sont très négatifs, etc., etc. Enfin, il y a des cas comme ça, il y a des gens qui sont allés jusqu'au suicide à cause d'attaques de réseau. Et là, on est exactement dans la même ambiance. Il y a pas d'internet, hein, évidemment, il n'y a pas de réseau, mais tout le monde est là à dire, mais dire qu'on croyait que c'était un homme alors que c'est une femme. Les gens font tout un cirque, et tout le monde est concentré là-dessus. C'est-à-dire que du coup, Tiptree voit toute sa carrière d'un seul coup tomber en ruine autour de cette thématique scandaleuse et des attaques violentes qu'elle subit. Alors, c'est clair que pourquoi Tiptree, on peut peut-être, et puis en plus, elle a un nom, enfin, il a un nom très très masculinisé, c'est-à-dire James Tiptree, JR. JR, Junior, vraiment, c'est la fameuse filiation par les mecs, hein, vous savez qu'aucune filiation maternelle n'a le droit de citer dans le patriarcat. Et ça, c'est vraiment biblique, quoi. Machin, fils de truc. On croirait certaines pages de Tolkien, truc muche, fils de, fils de, fils de, dans un ordre lié au. Alors là, bon, là, c'est les chasseurs, mais ça pourrait être aussi bien, bon, les soldats, les lignées, les guerriers, enfin, bon, voilà, l'ambiance est là. Je me suis dit d'ailleurs que le prestige du photographe qui s'appelle JR pourrait tenir aussi à cette puissance symbolique du junior, du JR, dans l'univers extrêmement sexiste de l'art contemporain. Alors, du coup, Tiptree a avancé masqué parce qu'il s'est bien dit qu'en science-fiction, il ne pourrait pas réussir en étant une femme. Et du coup, les gens ont trouvé son écriture, mais extraordinairement masculine. Les gens étaient éblouis par tant de masculinité.
C'est très drôle. Il y a un article il y a un article là-dessus, le sexe de ta plume, qui est follement amusant sur le sujet. Donc d'un seul coup, voilà, renversement, etc. Bon, alors, et pourtant c'était, je pense, un besoin extrêmement profond. Il y a des gens qui disent oui, il aurait fait ça parce que c'était plus facile de réussir dans la science-fiction en tant qu'homme. Il s'en était rendu compte, il faut prendre un pseudo masculin, etc., etc. Quand même. Alors, si je reprends brièvement quelques minutes et après je passerai à la suite dans un autre épisode, je reprends pour finir le fil biographique. Donc, une petite fille qui voyage au Congo, qui obtient enfin son propre fusil et qui pose pour une photo sur un éléphant mort. Son père a tué le gorille qui est sur la couverture de mon livre bleu. Donc ce gorille-là, qui ensuite se retrouve dans le diorama du musée d'art, du musée d'histoire naturelle de New York, Haraway a voulu publier la photo du gorille, mais s'est heurté à une réticence trop forte de la part des archives du musée. Une petite fille debout sur un gorille mort, ça choquait les gens qui travaillaient à ces archives. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que cette photo est publiée par Julie Phillips dans sa biographie. Ce que n'a pas vu Haraway, qui n'avait aucune raison particulière sans doute de lire la biographie de Julie Phillips sur Tiptree. Et on voit les parents de la gamine, la gosse dessus, et les parents autour qui posent autour du cadavre. Hein. L'enfant a vrai. Alors ceci dit, l'enfant, elle a vu des horreurs au Congo. Elle est la marionnette de sa mère. Elle l'est toujours quand sa mère l'envoie dans une finishing school en Suisse où on apprend à devenir une femme parfaite. Et il est extrêmement malheureux dans cette école de féminité, notre Tripty, et il tente déjà de se suicider. Donc la violence d'infliger aux gens un genre dans lequel ils ne se reconnaissent pas se manifeste dans toute son ampleur. Et ça se passe autour des cheveux. La mère refuse que Tiptree se coupe les cheveux. Alice veut se couper les cheveux et sa mère refuse en disant mais non, les cheveux sont le plus bel ornement de la femme. Donc on est vraiment dans une incompréhension totale. Donc tout le destin de Tiptree semble partir autour de cette féminité imposée, partir en sucette, hein, disons. Elle épouse sur un coup de tête un type rencontré à la minute. Et ben, il divorce très peu de temps plus tard et le mari en question dit qu'elle était un très bel homme. Donc c'est marrant, le mari en question, Bill, a compris quelque chose que la mère de Tiptree semblait absolument incapable de comprendre. Alors, je finis cette première approche et on reprendra tout ça avec la nouvelle la fois prochaine, à propos d'un essai très intéressant qu'a écrit Tiptree qui s'intitule Féminité et société, le point de vue de la femme atypique. L'essai n'a pas été fini, mais il y a un brouillon enfin des préparatifs, disons, et dedans, Tiptree note que mâles et femelles ne sont que des catégories culturelles, même si elles sont biologiquement déterminées. Et finalement, dans ce texte non finito, il esquisse ce qui sera plus tard la notion de genre. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, au moins 25 ans après. Hein. Et il écrit qu'on doit admettre qu'une énergie masculine puisse opérer dans un corps féminin, et c'est ce qu'il va faire en tant qu'auteur toute sa vie d'auteur. Par exemple, un jour, une anecdote vraiment amusante, il reçoit une lettre que Silverberg a écrite avec le papier à lettres de sa femme. Les papiers à lettres sont genrés à l'époque. Hein. Et Tiptree lui répond qu'il s'est rasé de près et a mis de l'aftershave avant d'ouvrir une missive qui lui semblait aussi sexuellement prometteuse. Donc on voit une espèce, à la fois la gouaille, l'amusement, et une sorte de puissance gouailleuse de la masculinité qui caractérise le genre de masculinité de Tiptree. Je noterai aussi dans le registre scatologique qui prend énormément de liberté, ce qu'une femme ne pourrait pas décemment faire comme écrivaine,
Et par exemple, dans Dinosaures et Dysenterie, il raconte comment bon, c'est des histoires de voyageurs dans le temps qui créent de fausses traces de dinosaures en créant des fausses, on dit des fausses coprolites, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, les coprolites, bon, bref, et de façon à plus tard pouvoir dire, ah mon Dieu, on a trouvé des crottes de dinosaures, hein. Donc ça, c'est vraiment de la moquerie extrêmement légère. Mais tout ça pour dire que finalement, Tiptree, c'est une personne trans qui avait peut-être pas l'air physiquement d'une personne trans, peut-être parce que c'était quand même assez difficile à l'époque, mais malgré tout, pour moi, Tiptree, c'est un homme trans, qui a été attaqué par un outing hyper violent à la fin de sa vie et qui en est mort. Voilà, c'est ça l'histoire de Tiptree. On va donc aborder, bien à présent, dans le prochain épisode, on va aborder Houston, Houston, me recevez-vous? Merci beaucoup.